J'ai 35 ans. Je m'appelle Marc. Ma femme Queen a 33 ans. Nous sommes mariés depuis 10 ans et ensemble depuis 12 ans. Nous avons 2 enfants, notre fille Natalia, 8 ans, et notre fils George, 6 ans. J'écris ceci, je pense, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans le chaos qui a ravagé ma vie ces dernières 48 heures. Peut-être que l'écrire à des inconnus m'apportera un peu de clarté, ou au moins me servira de caisse de résonance. Je ne sais pas quoi faire d'autre pour le moment. Professionnellement, j'ai travaillé ces 12 dernières années comme chef de projet senior pour une grande entreprise de construction commerciale. Les projets sont complexes, coûtent plusieurs millions de dollars, avec des délais généralement impossibles et des problèmes récurrents. Cela se traduit par de longues heures de travail. Une journée type dure de 10 à 12 heures sur chantier ou au bureau. Et quand on arrive à une étape où qu'on essaie de gérer un imprévu, ce qui arrive la plupart du temps, honnêtement, à 14 ou 15 heures par semaine, on s'attend à travailler le week-end. Le samedi matin, au minimum, fait partie du programme. C'est un métier exigeant, c'est sûr, mais ça nous a permis de vivre confortablement. On a acheté une belle maison dans un bon quartier scolaire, et surtout, ça permettait à Queen de ne pas avoir à travailler si elle ne le voulait pas. Avant d'avoir des enfants, Queen travaillait comme graphiste indépendante. Elle était douée, très talentueuse, et avait une clientèle modeste mais stable. À la naissance de Natalia, on a beaucoup discuté de la façon dont on gérerait la garde des enfants et nos carrières. Je me souviens d'être assise sur le canapé un soir, les pieds sur mes genoux, toutes les deux épuisées mais excitées. Je ne veux rien rater, avait-elle dit doucement, presque pour elle-même. Je l'ai regardée, qu'est-ce que tu veux dire ? Elle s'est frotté le ventre, c'était peut-être 3 semaines avant la date prévue de l'accouchement, et a prononcé les premiers mots, les premiers pas, tout. Je veux être là. Je crois que je veux rester à la maison, au moins un moment. Je n'ai même pas hésité, puis j'ai fait le pas. On fera en sorte que ça marche. Et on l'a fait. Mes revenus étaient suffisants. C'était logique pour nous deux, avoir un parent toujours présent pendant ces premières années semblait la bonne chose. Elle a progressivement commencé à réduire sa clientèle, à finaliser certains contrats et à faire savoir aux autres qu'elle se retirerait. Environ 6 mois après la naissance de Natalia, elle a complètement arrêté de prendre de nouveaux clients. Depuis, Queen est principalement considérée comme une femme au foyer. Elle s'y investit à fond, planifiant les repas, faisant du bénévolat pour les événements scolaires, faisant tourner la maison comme une machine bien huilée. De temps en temps, elle se lançait dans un petit projet de design, une invitation d'anniversaire pour une amie ou une affiche pour une collecte de fonds communautaires, ce genre de choses. Rien de sérieux, plus un exutoire créatif qu'une source de revenus. Notre vie de famille, du moins telle que je la percevais, était plutôt stable. Je gérais les exigences de mon travail, les longues heures, la pression, les délais. Et Queen, elle, s'occupait de tout à la maison. La maison marchait à merveille. On s'occupait bien des enfants. Ce n'était pas parfait. On était souvent fatigués, mais ça marchait. Quand j'étais à la maison, je faisais un effort conscient pour être présente. Je m'occupais des bains, je lisais des histoires avant de dormir, j'aidais à organiser les sorties du week-end quand le travail ne m'appelait pas. On a trouvé un rythme, et pendant un temps, ça a semblé stable. Mais le changement a commencé il y a 8 ou 9 mois. Subtil au début. Queen a mentionné un soir au dîner. Un peu désinvolte. Je me sens un peu isolée ces derniers temps. J'ai levé les yeux de mon assiette. Oui. Tu veux dire des amis ? Elle a hoché la tête. Enfin, j'adore les enfants. J'adore être là, mais j'ai l'impression que le seul adulte à qui je parle vraiment la plupart du temps, c'est toi. Et tu es si souvent absent. J'ai ressenti un pincement au cœur, mais j'ai aussi compris. Son amie Cathy, qu'elle connaissait depuis la fac, a commencé à organiser des soirées entre filles. Rien de dramatique. Au début, c'était une fois par mois. Dîner, film, quelques verres, peut-être. J'étais complètement partante. Honnêtement, je pensais que c'était bon pour elle. Fais une pause, lui ai-je dit la première fois. Je m'occuperai du coucher. Tu le mérites, et je le pensais vraiment. Je rentrais un peu plus tôt, je m'occupais du dîner et du bain, je lisais des histoires supplémentaires aux enfants.
Elle rentrait tard, un peu pompette parfois, mais toujours souriante. Avec le temps, cependant, les sorties sont devenues plus fréquentes. Une fois par mois est devenu un vendredi sur 2. Puis, ces 3 derniers mois, c'était presque tous les vendredis soirs, et parfois elle était absente le samedi après-midi aussi. Au début, je ne me posais pas de questions. Tout le monde a besoin de temps pour soi. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Les noms qu'elle mentionnait ont commencé à changer. Cathy revenait de moins en moins. De nouveaux noms, des inconnus, ont commencé à apparaître dans les conversations. Pas souvent et jamais en détail, juste des mentions informelles. « Oh, c'est Claire qui a choisi l'endroit cette fois-ci », dit-elle un soir en se préparant. « Claire ?» demandai-je. « Est-ce que je la connais ?» Elle marqua une pause, se passant du blush. « Non, c'est juste une nouvelle dans le groupe. Elle travaille dans les relations publiques, je crois. » Son comportement à la maison commençait aussi à changer. Lentement, comme une marée. De jour en jour, c'était facile à rater, mais avec le temps, ça s'accumulait. Elle était plus souvent au téléphone, riant de quelque chose, rapidement, tapant des réponses. Quand je demandais ce qui était drôle ou à qui elle envoyait des SMS, la réponse était toujours vague. Juste une conversation de groupe, disait-elle avec un haussement d'épaules. Ça ne vous intéresserait pas. Juste planifier la prochaine soirée. Elle a commencé à consacrer plus de temps à son apparence avant de sortir. Nouveaux vêtements, plus de temps à se coiffer et à se maquiller. J'essayais de prendre ça comme un bon signe. Elle s'amusait, se sentait bien. Je ne voulais pas être celui qui lui en voulait. Puis vint le premier moment qui m'a vraiment bouleversée. Il y a 2 mois, elle a changé le mot de passe de son téléphone. Soudain, je m'en suis rendu compte parce que j'ai essayé d'utiliser son téléphone pour consulter un événement de mon agenda alors que le mien était en charge. « Dis donc, c'est quoi ton code déjà ?» ai-je demandé en le levant. Elle a jeté un coup d'œil. « Ah oui. J'ai dû le changer. Le téléphone s'est mis à jour et j'ai dû le verrouiller plus fort. »« Ah bon? Quel est le nouveau ?» Elle a hésité. « Je vais l'ouvrir. » Elle m'a pris le téléphone et l'a tapé elle-même. C'était bref, à peine un instant, mais ça m'a laissé une étrange sensation. Nous avions toujours connu nos codes respectifs. Non pas pour nous surveiller, mais par commodité, par ouverture d'esprit. Nous partagions tout, ou du moins, avant. Pourtant, je n'ai pas insisté. Je me suis dit de ne pas être paranoïaque. Je ne voulais pas commencer à me comporter comme quelqu'un avec qui je ne voudrais pas être mariée. Puis, il y a environ 3 semaines, je faisais le rapprochement de certaines dépenses professionnelles, en passant en revue notre compte commun pour les catégoriser. C'est alors que j'ai remarqué une série de frais provenant d'un endroit appelé Crimson Lounge. J'ai cligné des yeux en voyant le nom, puis j'ai parcouru à nouveau les entrées. 3, peut-être 4 visites au cours des 2 derniers mois. Pas des sommes colossales, mais certainement de l'argent pour des cocktails et des applications. Crimson Lounge. Je n'en avais jamais entendu parler par Queen, pas une seule fois. Et ce n'était certainement pas le genre d'endroit que sa vieille amie Cathy fréquentait. Il y avait 4 frais du Crimson Lounge sur une période de 6 semaines, toujours un vendredi ou un samedi soir. À côté, j'ai vu des reçus Uber, des courses aller-retour à une adresse dans un quartier branché, mais un peu excentré. Ce n'était pas à proximité des restaurants qu'elle mentionnait habituellement, ni de chez Cathy, ni de ses lieux de prédilection. Ça n'avait aucun sens, surtout à cette heure tardive. Les montants n'étaient pas extravagants, mais ils sautaient aux yeux. Le schéma était clairement différent de ses dépenses habituelles. Je n'ai rien dit sur le moment. J'ai juste pris une note mentale, une alarme silencieuse commençant à sonner au fond de ma poitrine. Mais j'étais en plein dans une échéance cruciale au travail. Date limite, appel, réunion client. Je dormais à peine. Je me suis convaincu que je pouvais attendre, que j'exagérais peut-être, que je devais me concentrer. Puis, il y a 2 soirs, vendredi. Queen était de nouveau sortie. Encore une soirée entre filles. Elle est partie vers 19h, tirée à 4 épingles, coiffée, maquillée avec soin, dans cette robe portefeuille noire qu'elle réservait habituellement aux grandes occasions. Je n'ai rien dit,
je lui ai juste souhaité une bonne soirée, je l'ai embrassée sur la joue et je l'ai regardée sortir. J'étais au lit quand elle est rentrée vers 3 heures du matin. Je faisais semblant de dormir, mais j'étais bien réveillée. Pas à cause du travail, même si c'était en partie dû. C'était surtout cette tension qui me tenaillait le ventre, ce poids qui s'alourdissait de semaine en semaine. J'ai entendu le claquement de la porte, ses pas légers sur le parquet, le léger tintement de ses clés lorsqu'elle les a posées. Elle fredonnait un air bas et paresseux, à voix basse. Je sentais l'alcool lorsqu'elle passa devant le lit et entra dans la salle de bain. J'entendis le bruissement de ses vêtements lorsqu'elle se changea. Elle se mit au lit doucement, mais sans précaution. Elle était pompette, peut-être un peu ivre. Elle posa son téléphone sur la table de nuit, écran vers le haut. Quelques minutes passèrent en silence. Puis il vibra. J'ouvris légèrement les yeux. L'écran s'illumina et un aperçu du message apparut. Il venait d'un contact nommé Vincent H. L'aperçu disait « Cette soirée a été incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. » Je le fixais simplement. Je ne criais pas. Je ne me redressais pas. Je n'élevais même pas la voix. Je restais allongé là, les yeux ouverts, les mots gravés dans ma tête. Je sentais la chaleur monter dans ma poitrine, mais je gardais une voix ferme. « Queen, dis-je doucement. »« Qui est Vincent H ?» Elle sursauta. Je l'entendis inspirer. Puis elle se tourna lentement vers moi. Son visage pâlit, vidé de toute couleur. « Vincent, dit-elle d'une voix rauque. Oh, c'est juste un ami. Un ami de Stéphanie, du groupe. Il nous rejoint parfois, c'est tout. » Je la fixai du regard. J'ai lu le message. Queen, cette soirée a été incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. On ne dirait pas une simple rencontre lors d'une sortie en groupe. Son expression se brisa aussitôt, comme si quelque chose en elle venait de lâcher. Elle s'assit au bord du lit, se détourna de moi, puis se mit à pleurer. De profonds sanglots. La confession fut fulgurante, entrecoupée de larmes et de longs silences, ses épaules tremblantes. Les excuses pleuvaient. Tellement. Elle n'arrêtait pas de dire « Je n'ai jamais voulu que ça arrive. » Je n'avais rien prévu. Elle m'a raconté l'avoir rencontré il y a 4 mois au Crimson Lounge. C'était lors d'une de ces soirées, une soirée où, comme on pouvait s'y attendre, ses amis n'étaient même pas là. Et certaines des soirées qu'elle m'avait présentées comme des soirées entre filles étaient en fait exclusivement avec lui. Elle parlait à travers ses larmes, la voix brisée et inégale. Elle disait qu'elle s'était sentie seule, si seule à cause de mes longues heures de travail, qu'elle se sentait invisible, méconnue, que j'étais tellement absorbée par le travail qu'elle avait commencé à se sentir invisible chez elle. Vincent m'écoutait, disait-elle. Il me faisait revivre. Marc, vibrant. Ces mots résonnaient comme des coups sourds, l'un après l'autre, épuisant le peu de force qui me restait. Elle répétait un nombre incalculable de fois. Que c'était une erreur, une horrible erreur, qu'elle m'aimait, qu'elle ne voulait pas détruire ce que nous avions, notre vie, notre famille. J'écoutais en silence. Je n'avais plus l'énergie de me disputer. Nos enfants dormaient dans leur chambre, paisibles, en sécurité, inconscients que le monde qu'ils connaissaient s'effondrait tranquillement juste au bout du couloir. Je parlais bas, mes questions étaient cliniques. Je demandais des dates, une confirmation du début de la situation. J'avais besoin d'en comprendre l'ampleur, la profondeur, la fréquence. Elle répondit en sanglotant. Je ne la touchais pas. Je ne pouvais pas. Je passais la nuit dans la chambre d'amis. Je ne dormis pas. La maison était silencieuse, mais mon esprit non plus. Je restais allongé, les yeux fixés au plafond, les heures s'écoulant lentement, chaque heure plus lourde que la précédente. Au matin, Queen semblait anéantie. Son visage était bouffi, ses yeux rouges et gonflés. Elle essaya de parler doucement, timidement, toujours en train de s'excuser, toujours en train de supplier. Elle dit qu'elle ferait tout pour arranger ça. Et puis elle me fit part de son idée. Elle se tenait sur le seuil de la chambre d'amis, les bras croisés comme pour se préparer. Sa voix tremblait, mais en dessous, il y avait une lueur d'espoir, de désespoir. Un espoir téméraire. Et si on ne jetait pas tout à la poubelle ?
Elle a dit, et si on envisageait un mariage libre? J'ai cligné des yeux. Je n'aurais pas pu la blesser, n'est-ce pas? Je l'ai juste fixée. Elle a continué, mes sentiments pour Vincent. Ils sont réels, Marc. Je ne ferai pas semblant, mais je t'aime aussi. J'aime notre vie, notre maison. Je ne veux pas briser notre famille. Je ne dis rien. Je ne pouvais pas. Elle continua. Un mariage ouvert nous permettrait de gérer cette situation avec honnêteté. Je pourrais continuer à voir Vincent, mais en toute transparence. Et toi, si tu le voulais, tu pourrais explorer d'autres liens. Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Ça ne doit pas forcément finir par un divorce. Elle parlait comme si elle proposait une solution à un dilemme commun. Comme si c'était progressiste, mature, voire noble, comme si inviter son amant dans la structure de notre mariage était une sorte d'évolution plutôt qu'une dévastation. Je suis resté silencieux un long moment. Puis j'ai dit d'un ton neutre, tu me demandes d'accepter ta liaison. Non, dit-elle rapidement en secouant la tête. Je te demande de m'aider à ne pas détruire ce que nous avons construit. C'est une voie à suivre, une façon de préserver l'intégrité de notre famille. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Et maintenant, me voilà assis dans mon petit bureau, porte fermée. Natalia et Georges sont en bas, à regarder des dessins animés, leurs rires et les faibles bruits d'animation. Je remonte le couloir. Queen est dans la cuisine. J'entends le léger cliquetis de la vaisselle, le bourdonnement du réfrigérateur, ses pas sur le carrelage. Elle essaie de se comporter normalement pour les enfants, mais son apparence est fragile, tendue, fragile et prête à se déchirer. Mon esprit s'emballe. Je n'arrête pas de le retourner. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les implications? Comment puis-je réagir à cela? Ma première réaction viscérale à l'idée d'un mariage ouvert est le dégoût. Tout en moi s'y oppose. Mais j'essaie aussi de réfléchir, de vraiment réfléchir. Si je dis non catégoriquement, est-ce qu'elle partira? Est-ce qu'elle ira directement vers lui? Si j'emmène les enfants le week-end, si je sépare lentement nos vies, qu'arrivera-t-il à Natalia et Georges alors? Ma priorité doit être eux, leur stabilité, leur bien-être. Mais je travaille des heures épuisantes. J'ai du mal à suivre le rythme. Comment ferais-je en tant que père célibataire? Cette pensée est accablante. Cela fait 3 semaines. 3 semaines que Queen s'est assise en face de moi, les yeux injectés de sang, demandant, espérant que j'envisagerais un mariage ouvert. 3 semaines que mon monde s'était effondré et que plus rien ne semblait stable. Avec le recul, je me souviens sans cesse de petits moments des mois précédents. Ces soirées entre filles, ces remarques fugaces sur le sentiment d'être bloqué ou d'avoir besoin d'une pause. À l'époque, je les prenais au pied de la lettre. Je pensais qu'elle parlait de repos, pas d'évasion, pas de lui. Elle ne m'a jamais rien exprimé qui puisse ressembler à une profonde insatisfaction. Chaque fois que je lui demandais, et je le lui demandais, si elle allait bien ou si quelque chose la tracassait, elle soupirait généralement et disait qu'elle était simplement fatiguée ou stressée par les enfants. Et je la croyais. C'était peut-être naïf. Peut-être voulais-je y croire parce que l'alternative, que notre mariage était déjà en train de se dégrader, était trop difficile à affronter. Nous n'avons jamais sérieusement parlé de thérapie. Je pensais que nous avions des bases solides, même si elles étaient parfois enfouies sous l'épuisement et le train-train du quotidien. Je pensais que nos difficultés étaient les mêmes que d'habitude, gérables avec du temps, de la patience, peut-être des vacances, que nous remettions sans cesse à plus tard. Je n'ai vu le précipice qu'au moment où nous étions déjà au bord du gouffre. Ses excuses, ce soir-là et les jours suivants, étaient pleines de larmes. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle se détestait pour ce qu'elle avait fait, qu'elle avait l'impression d'avoir gâché tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie. Elle parlait d'une erreur, d'une faiblesse, d'un manquement. Mais avec le temps, et surtout après sa demande en mariage libre, la sincérité de ses remords a commencé à s'effriter dans mon esprit. J'avais moins l'impression qu'elle regrettait sincèrement de m'avoir trahi, et plus comme si elle regrettait de s'être fait prendre et qu'elle se démenait pour en éviter les conséquences. Ses excuses ont directement influencé sa solution. C'est ce qui m'a marqué.
C'était comme si elle avait déjà planifié son changement de cap, reconnu sa douleur juste assez longtemps pour la pousser à demander sincèrement. Elle voulait les deux. Elle a décrit ses sentiments pour Vincent comme quelque chose qui l'avait prise au dépourvu. Quelque chose qu'elle n'avait pas recherché. C'est arrivé comme ça, a-t-elle dit un jour, assise au bord du lit d'appoint tandis que je me tenais près de la fenêtre, les bras croisés. Je ne l'avais pas prévu, mais ça semblait réel et je ne voulais plus te mentir. Et ta solution, ai-je dit, sans même essayer de dissimuler l'amertume dans ma voix, est de nous garder, lui et moi, dans ta vie. Au même moment, son visage s'est décomposé, mais je ne me suis pas adoucie. Elle a dit qu'elle était déchirée, que la dernière chose qu'elle souhaitait était de faire exploser notre famille. Elle a présenté l'idée du mariage libre comme une idée bienveillante et progressiste, une façon de respecter tous les sentiments impliqués. C'était absurde. Pourtant, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas crié. Je savais que j'avais besoin de clarté, pas de chaos. Alors, j'ai commencé à chercher des mesures concrètes à prendre, des moyens de reprendre pied. Et le conseil le plus constant que j'ai entendu, celui qui m'a permis de dissiper le brouillard, a été de consulter un avocat. J'ai pris rendez-vous 2 jours après cette première conversation. J'ai consulté un avocat et j'ai trouvé quelqu'un qui me recommandait vivement. Cette heure-là, a été la plus sereine que j'ai ressentie depuis le début. L'avocate était précise, claire et directe. Elle n'a rien édulcoré. Elle m'a exposé le contexte juridique, les conditions d'un divorce dans notre État, les modalités de garde, les finances et les biens. Elle a posé des questions pertinentes et m'a écouté sans me juger. Son meilleur conseil, que Quinn et moi nous réconcilions ou non, a été de commencer à tout documenter, le comportement de Quinn, mon rôle auprès des enfants, nos dépenses du ménage, toute communication écrite concernant la liaison, ou encore l'idée du mariage libre. Elle a expliqué que ce type de documentation pourrait être crucial non seulement pour ma protection, mais aussi pour celle des enfants. Elle a également abordé directement la question du mariage libre. Elle a averti qu'un tel accord pourrait compliquer les futures procédures de divorce. Cela n'effacerait pas le fait que la liaison avait déjà commencé avant tout accord mutuel. Cet historique aurait encore beaucoup d'importance. J'ai quitté son bureau avec le sentiment d'avoir plus de contrôle que je ne l'avais été depuis des semaines. Mais je suis aussi reparti avec la certitude que ce mariage n'était plus ce que je pensais. L'idée d'un mariage libre, surtout un mariage né d'une trahison, un mariage où Quinn était déjà impliquée émotionnellement et physiquement avec quelqu'un d'autre, un mariage où elle obtenait ce qu'elle voulait tandis que je devais m'adapter avec grâce. C'était quelque chose que je ne pouvais sincèrement accepter. Cependant, une confrontation agressive immédiate ou un rejet catégorique de sa demande me paraissait également risqué. Je craignais qu'elle ne devienne plus secrète ou que cela ne déclenche une décision hâtive de sa part, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les enfants avant que je sois préparée. Je ne pouvais pas me permettre de laisser mes émotions dicter mes actions. Je devais rester calme, réfléchir aux conséquences de chaque geste. J'ai donc élaboré un plan, une stratégie que mon avocat avait jugée raisonnable, quoique émotionnellement éprouvante à court terme. La première étape consistait à aborder Quinn d'une manière qui ne la mette pas dans une impasse, mais qui me laisse aussi le temps de tout assimiler. J'ai décidé de lui dire que j'étais prêt à étudier sa demande en mariage ouverte. J'ai pesé mes mots avec soin, évitant tout accord immédiat ou rejet définitif. Je ne voulais pas donner l'impression de reculer, ni qu'elle pense que je la rejetais d'emblée. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit, assis au bord de notre lit un soir, d'une voix neutre mais maîtrisée. C'est une idée radicale, Quinn. Je suis encore en train de digérer cette liaison, et je ne suis même pas sûre de pouvoir envisager une telle idée. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés d'incertitude, mais j'y ai vu de l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, je finirais par changer d'avis. Si nous devions seulement commencer à explorer cette question, ai-je continué, cela demanderait un effort immense, un accompagnement professionnel et une transparence absolue de votre part. J'ai besoin de tout comprendre sur vous et Vincent, votre relation, vos attentes. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais si c'est quelque chose que tu prends au sérieux, il faut qu'on commence en toute honnêteté. Elle hocha la tête, les mains serrées sur ses genoux, me regardant comme si je lui offrais une bouée de sauvetage. Ce n'était pas le cas.
Pas vraiment, mais je ne pouvais pas le lui dire pour l'instant. Je pense qu'on devrait aussi envisager une thérapie de couple, ai-je suggéré. Je ne vois pas comment tout cela pourrait avancer sans l'aide d'un professionnel. Une tierce personne neutre pour nous aider à traverser tout ça. En réalité, je ne suggérais pas une thérapie parce que je pensais que ça pouvait arranger les choses. En réalité, je jouais la montre. J'avais besoin de souffler, de rassembler mes idées, de réfléchir aux prochaines étapes. Je devais l'empêcher de s'obstiner ou de chercher à cacher quoi que ce soit. Et surtout, je devais commencer mes propres préparatifs. 2 jours après cette conversation, j'ai mis en œuvre un autre point crucial de mon plan. Sur la recommandation ferme de mon avocat, j'ai engagé une société d'enquête privée agréée et réputée. Cela me semblait une étape importante. Un travail qui ressemblait presque à un aveu d'échec. Je ne voulais pas espionner Quinn, mais j'en comprenais la nécessité. Je devais m'assurer de tout savoir. Rien ne pouvait être laissé au hasard. Leur mission était claire et concise, documenter discrètement les activités de Quinn, en particulier ses rencontres et interactions avec Vincent. Ils devaient également suivre son temps passé loin de chez elle, surtout lorsqu'elle était censée s'occuper des enfants, et observer tout comportement pouvant être perçu comme un manquement à ses responsabilités parentales ou un abus de biens matrimoniaux. C'était une entreprise coûteuse, mais je la considérais comme un investissement, un moyen de protéger mes intérêts et d'assurer une issue équitable pour moi et les enfants. Ils ont commencé leur travail il y a environ 2 semaines. Chaque jour, j'avais l'impression de marcher sur un fil, cherchant un équilibre délicat entre mon besoin de calme et le poids croissant de ce que je devais affronter. Le 3e volet de ma stratégie était le plus méthodique et le plus réfléchi. Je suis devenu extrêmement assidu à tout documenter. J'ai commencé un journal numérique sécurisé, protégé par un mot de passe et sauvegardé. J'y consigne quotidiennement les entrées, les allées et venues de Quinn. Et ces allées et venues, les explications qu'elle donne pour ses absences, son niveau d'engagement avec les enfants, ses humeurs, les conversations importantes. Je les paraphrase le plus précisément possible et je copie les SMS ou les courriels liés à sa liaison ou à ses projets avec Vincent. C'est épuisant, mais nécessaire. Je note également mes propres activités, en particulier tout ce que je fais pour et avec les enfants. J'ai appris à être méticuleuse, à documenter chaque détail. C'est une façon de garder le contrôle d'une situation qui me semble de plus en plus incontrôlable. Parallèlement, j'ai apporté des changements visibles et substantiels à mon emploi du temps pour assumer mon rôle de principal responsable. C'était le plus difficile sur le plan logistique. Cela a nécessité plusieurs discussions franches avec mon supérieur direct et le service des ressources humaines. Je leur ai expliqué que j'étais confrontée à un problème familial grave nécessitant des horaires plus prévisibles et moins de déplacements dans un avenir proche. Je n'ai pas révélé les détails de la liaison, mais j'ai insisté sur la nécessité d'être un parent stable pour mes enfants. La conversation n'a pas été facile, mais elle était nécessaire. À ma grande surprise, ils se sont montrés étonnamment compréhensifs. Ils m'ont accordé une certaine flexibilité, notamment en travaillant. Je travaille intensément au bureau, puis je continue à distance tard le soir, une fois les enfants couchés. Ce n'est pas idéal, mais je m'arrange. Je gère désormais toutes les routines matinales de Natalia et Georges, leur préparer le petit déjeuner, les aider à se préparer, les emmener à l'école. Je vais les chercher après l'école, j'assiste à toutes les réunions scolaires et à tous les rendez-vous médicaux. Je leur prépare le dîner, les aide à faire leurs devoirs et gère leur routine du coucher. Ce changement n'est pas seulement une question de pression juridique. Mes enfants sont ma priorité absolue en ce moment. Ils ont besoin de cohérence. Ils ont besoin de stabilité. Et ils ont plus que jamais besoin d'un parent présent. Ils ne devraient pas avoir à subir le poids de ce qui se passe. Cela me brise de les voir ignorer la tension qui pèse sur nous. Mais je refuse de le leur montrer. Ils méritent une routine normale, même si j'ai l'impression que mon monde s'écroule. 4. Comme conseillé par mon avocat, j'ai également pris des mesures pour bien comprendre et sécuriser notre situation financière. J'ai rassemblé des copies de tous les relevés bancaires, relevés d'investissement, relevés de cartes de crédit, déclarations de revenus et actes de propriété.
Ces 5 dernières années, j'ai consulté un conseiller financier pour comprendre ma situation financière et anticiper les éventuels scénarios futurs. Difficile d'imaginer un avenir sans Quinn, mais je dois m'y préparer. J'ai ouvert un compte bancaire séparé à mon nom pour y verser mon salaire. Bien que je contribue toujours aux dépenses du ménage à partir de notre compte joint, je le surveille de près pour déceler tout retrait inhabituel de Quinn. À chaque vérification, j'ai l'estomac noué, me demandant si elle dépense de l'argent pour Vincent et leur vie secrète. C'est une véritable trahison. Chaque transaction est un indicateur des fissures grandissantes dans notre mariage, un rappel de son échec. La réaction de Quinn à ma déclaration selon laquelle j'envisagerais sa demande en mariage a été un soulagement. C'était comme si un poids énorme lui avait été enlevé des épaules. Elle semble sincèrement croire que je suis ouvert à cette idée. Du coup, elle est devenue étonnamment ouverte à ce sujet. Sa relation avec Vincent est toujours là. C'est presque comme si elle s'attendait à ce que je l'accepte comme faisant partie de notre nouvelle réalité. Elle me dit nonchalamment, « Oh, Vincent et moi, on prévoit d'essayer ce nouvel appartement vendredi, ou alors Vincent a eu une journée très stressante au bureau. » Entendre son nom prononcé si librement chez nous est un rappel constant et brutal de la situation. Il faut une grande maîtrise de soi pour garder une expression neutre et prétendre que je suis d'accord avec le fait que sa vie amoureuse soit évoquée aussi ouvertement. Elle n'a fait aucun geste concret pour la transparence ou la confiance que j'ai mentionné comme condition. Sa version de la transparence se résume à m'informer de ses projets avec lui, semblant attendre mon approbation. Je n'arrive pas à accepter ses attentes. Elle ne fait aucun effort pour apaiser mes sentiments, pour rétablir la confiance brisée. On dirait qu'elle suppose que tant qu'elle me parle de ses rendez-vous avec Vincent, c'est suffisant, mais ce n'est pas le cas. Je ne comprends pas comment elle ne le voit pas. Le détective privé ils ont fourni plusieurs mises à jour. Ce sont des professionnels et ils ont fait preuve de discrétion dans leur travail. Leur premier rapport confirme des rencontres fréquentes entre Quinn et Vincent, toutes deux en journée, lorsqu'elle est censée faire des courses. Ils m'ont envoyé des photos d'eux ensemble au restaurant, dans des parcs, et entrant et sortant d'un immeuble spécifique, qu'ils pensent être celui de Vincent. C'est troublant de voir la preuve visuelle de ce que je savais déjà, mais c'est aussi une confirmation, car cela me donne une preuve concrète de sa trahison. Plus inquiétant encore, ils ont documenté 2 cas la semaine dernière où Quinn a délégué la garde de ses enfants à une baby-sitter embauchée à la hâte, une fois pour aller chercher George à son entraînement de foot après l'école, et une autre fois un soir où elle m'a dit qu'elle allait faire une course, et qu'on l'a vu rencontrer Vincent. Ces cas sont méticuleusement enregistrés et j'ai l'impression que chaque jour, j'ai plus de munitions pour affronter ces mensonges. Mais je déteste que les choses en soient arrivées là. Mon engagement accru avec Natalia et George a été le seul point positif dans cette situation. Ils ont bien réagi. La constance et mon attention soutenue. Natalia, assez perspicace pour son âge, a fait ce commentaire à plusieurs reprises, « Maman sort beaucoup maintenant, et tu viens nous chercher à l'école tout le temps, papa. » J'aime ça. Ces mots me blessent, mais je me contente de sourire et de répondre de manière vague et rassurante, évitant tout commentaire négatif sur Quinn. Je ne veux pas les accabler avec la réalité de la situation. Pas encore, du moins. La vérité, c'est que c'est épuisant. Je fonctionne essentiellement comme une mère célibataire à temps plein, tout en jonglant avec un travail sous pression et l'immense tension émotionnelle de cette existence hypocrite. Dormir est devenu un luxe que je ne peux plus me permettre. Je fonctionne en pilote automatique, essayant simplement de survivre chaque jour. L'atmosphère de notre maison est profondément surréaliste. Nous sommes colocataires, nous partageons des enfants et une histoire, rien de plus. Le lien que nous avions autrefois semble si lointain maintenant, comme si nous faisant semblant pour les enfants, mais il n'y a ni chaleur ni intimité, juste un immense sentiment de vide entre nous. Quinn est souvent pleine d'entrain, presque joyeuse, apparemment libérée maintenant que son secret est dévoilé. Elle croit qu'une voie lui a été ouverte pour obtenir ce qu'elle veut. Et ça se voit. Dans sa façon de se tenir. Elle discute de courses ou de bulletins scolaires comme si tout allait bien, comme si nous coexistions comme avant. Mais nos conversations sont vides de sens. Il n'y a plus de discussion sérieuse sur notre mariage, notre passé ou notre avenir, hormis ces remarques optimistes occasionnelles sur la façon dont les gens arrangent toutes sortes d'arrangements de nos jours.
Elle dit cela comme une remarque désinvolte, mais j'entends dans sa voix l'espoir profond que je finirai par y croire, que je m'adapterai à cette nouvelle réalité qu'elle essaie de nous imposer. Le contraste entre son comportement et ce que je ressens est impossible à ignorer. Même si elle semble s'être libérée de son fardeau, je porte toujours le poids de tout cela, nos enfants, les responsabilités financières, le poids émotionnel de ce mariage brisé. Mais elle semble libérée de tout cela. C'est peut-être plus facile pour elle maintenant que je joue le jeu, faisant semblant d'envisager sa demande en mariage. Je me demande si elle pense que ce n'est qu'une question de temps avant que j'accepte. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'empêcher de lui en vouloir pour la facilité avec laquelle elle a changé d'avis et pour son aisance dans ce nouveau rôle. Mon avocat est satisfait de la direction que nous prenons et de la qualité des informations recueillies. Il a souligné que démontrer une constante de ma position de principal aidant, associée à la preuve de la liaison continue de Quinn et de toute négligence ou irrégularité financière associée, renforcerait considérablement ma position en cas de divorce contesté, notamment concernant les demandes de garde d'enfants et de pension alimentaire. C'est une stratégie incontournable, même si j'aimerais beaucoup la confronter pour mettre fin à cette folie. L'idée de la confronter directement est tentante, mais je sais qu'il vaut mieux ne pas le faire. Le conseil de l'avocat est de maintenir le statu quo pour l'instant. Continuer à recueillir des informations et laissez-la continuer à creuser. Combien de temps pourrais-je maintenir ce schéma de pensée, je l'ignore. Chaque jour est une performance, un exercice d'équilibre entre jouer le rôle du mari et du père compréhensif et solidaire, tandis que mon propre monde s'écroule autour de moi. Mais pour l'instant, c'est la stratégie. L'objectif est clair, protéger mes enfants, pour assurer leur avenir et pour garantir que si notre mariage devait prendre fin, ce soit dans des conditions justes et reflétant la réalité des choix de Quinn, et non sa version idéalisée d'une vie ouverte, bâtie sur ma souffrance silencieuse. Merci encore de m'avoir donné l'espace nécessaire pour écrire ceci. C'est utile d'avoir un exutoire, même numérique. Je prévois un long chemin à parcourir et je vous tiendrai au courant dès que des développements importants se produiront. Cela fait 14 mois. Depuis, le parcours a été semé d'embûches, mais il a atteint son terme juridique. J'ai continué à envisager la demande en mariage ouverte de Quinn tout en vivant sous le même toit. Je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer à faire semblant, mais j'ai persévéré. Il le fallait. Le travail du détective privé s'est poursuivi, fournissant un dossier complet des activités de Quinn. Sa relation avec Vincent ne s'est pas contentée de perdurer, elle s'est intensifiée. Elle est devenue plus audacieuse, sortant souvent tard le soir en semaine, invoquant diverses activités sociales ou des travaux indépendants. Les rapports du détective privé ont systématiquement révélé qu'il s'agissait de rendez-vous avec Vincent. J'ai documenté des week-ends passés à son appartement, et même une retraite bien-être de 2 jours qu'elle prétendait suivre avec une amie. L'enquêteur a confirmé que ce voyage était en fait une escapade dans une station balnéaire voisine avec Vincent. Difficile de décrire le poids de la situation, la frustration, la trahison. J'ai dû la regarder vivre sa vie, déchargée, tandis que j'assumais toutes les responsabilités envers nos enfants. Durant cette période, mon rôle de parent unique de facto pour Natalia et Georges est devenu de plus en plus omniprésent. Je gérais tous les aspects de leur vie, les horaires d'école, les devoirs, les repas, les visites chez le médecin, les sorties et le soutien émotionnel. C'était écrasant, mais je le faisais sans me plaindre. Ils avaient besoin de moi. L'engagement de Quinn avec eux s'est réduit à des interactions avant la représentation. Elle était souvent distraite par son téléphone ou simplement absente. Natalia avait un rôle principal dans sa pièce de théâtre, un rôle que nous avions inscrit à notre calendrier depuis des mois. 2 jours avant la représentation, Quinn a annoncé qu'elle avait un engagement professionnel incontournable ce soir-là. L'enquêteur a confirmé plus tard qu'elle avait dîné avec Vincent. J'ai noté son absence dans mon journal, ainsi que la déception discrète de Natalia. Il y a eu d'innombrables cas comme celui-ci, tous plus douloureux les uns que les autres. Non seulement parce qu'ils constituaient les éléments constitutifs de la procédure judiciaire que j'allais finalement intenter, mais aussi parce qu'ils témoignaient du profond détachement de Quinn envers notre famille. Le fardeau émotionnel était immense.
Chaque jour ressemblait à un parcours du combattant, m'efforçant de maintenir une apparence calme et posée pour les enfants et une façade neutre et attentionnée pour Quinn, tout en assimilant les rapports quotidiens du détective privé et en gérant mon propre chagrin et ma colère. C'était épuisant. Je dormais peu et le stress était constant. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'y suis parvenue. Je n'avais pas d'autre choix. Mes enfants dépendaient de moi. Après près de 5 mois de cette situation, la décision de demander le divorce a été prise en consultation avec mon avocat. Nous avions accumulé un important corpus de preuves, des chronologies détaillées, des photos et des vidéos du détective privé, des relevés financiers montrant ses dépenses pour Vincent, y compris les retraits d'espèces avant ses sorties et les frais de cadeaux et de repas que je pouvais relier à leurs réunions. J'avais mon propre compte. Un journal exhaustif de ses absences parentales par rapport à mes soins à temps plein. Mon avocat était convaincu que nous avions un dossier solide, non seulement pour le divorce pour adultère, mais aussi pour obtenir la garde principale et pour contester une pension alimentaire importante en raison de sa conduite. La logistique du dépôt de la demande a été soigneusement planifiée. J'ai obtenu un nouveau bail pour une maison dans le même district scolaire afin de minimiser les perturbations pour Natalia et Georges. Le jour du dépôt de la demande, Quinn était apparemment sortie pour assister à un atelier de yoga. Encore un mensonge. L'enquêteur privé a confirmé qu'elle était bien chez Vincent. J'ai déménagé les enfants et nos biens essentiels dans la nouvelle résidence. Le plan était arrêté. Le soir même, Quinn a reçu les papiers du divorce et une demande de garde principale temporaire à son retour dans une maison presque vide. Sa réaction, telle que rapportée plus tard par la voie judiciaire, a été un choc total, suivi d'une colère intense et d'accusations de trahison. Elle avait sincèrement cru que j'acceptais peu à peu sa vision d'un mariage libre. La révélation que ma prise en considération de sa demande en mariage n'était qu'une stratégie calculée pour rassembler des preuves contre elle était, de l'avis général, un coup dévastateur a été porté à son récit. La procédure de divorce a été contestée, mais moins longue qu'elle aurait pu l'être, grâce au poids de nos preuves. Quinn, par l'intermédiaire de son avocat, a d'abord résisté avec acharnement. Elle réclamait la garde conjointe, physique et légale, une pension alimentaire importante, invoquant ses années de mère au foyer, et une plus grande part des biens matrimoniaux. Son avocat a tenté de discréditer le témoignage du détective privé, le qualifiant d'atteinte à la vie privée, et m'a présenté comme vindicative. Mais la réalité était claire, et je n'allais pas les laisser la déformer. Nous avons eu plusieurs audiences devant un juge. Mon avocat a présenté notre dossier, et le témoignage du détective privé, appuyé par ses rapports détaillés et ses preuves visuelles, était convaincant et irréfutable. Je me souviens d'avoir été assise dans cette salle d'audience, d'avoir entendu les propos de l'avocat, sachant combien ces moments étaient riches en écriture. Mes journaux de bord, recoupés avec les registres de présence scolaire, les confirmations de visites médicales et tous les reçus de dépenses des enfants, dressait un tableau clair de la responsabilité parentale. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Nous avons démontré non seulement la liaison, mais Quinn avait une tendance constante à privilégier sa relation avec Vincent au détriment des besoins et du bien-être de Natalia et Georges. Elle avait été absente, souvent émotionnellement autant que physiquement. La vérité était là, dans les dossiers, dans les rapports, sur le visage de mes enfants. Elle n'avait plus nulle part où se cacher. Les preuves de ses dépenses matrimoniales pour Vincent, bien que modestes, étayaient nos affirmations. Je me souviens encore de la sensation au creux de l'estomac lorsque son avocat a tenté de déformer la situation, suggérant qu'il s'agissait d'une erreur innocente ou que je m'accrochais à des brins de paille. Mais je connaissais la vérité et je n'allais pas reculer. Il y a eu des moments de tension, surtout lors des contre-interrogatoires. Je pouvais lire la frustration dans les yeux de Quinn, forcée d'affronter la réalité de ses actes. Ses tentatives de justifier ses absences ou de recadrer sa relation avec Vincent se sont heurtées à la réalité documentée. La salle d'audience était silencieuse et l'expression du juge ne trahissait rien, mais je pouvais dire que les faits étaient irréfutables. Une médiation a été tentée, mais a rapidement échoué. Quinn n'était pas disposée à s'écarter significativement de la réalité. Ses premières exigences. Elle était obsédée par ce qu'elle estimait mériter. Elle refusait de prendre en compte la réalité de la situation ni la distance qui nous séparait. J'étais épuisée par ces allers-retours,
par son refus de trouver un terrain d'entente, par le sentiment qu'elle ne voyait pas à quel point ses actions avaient endommagé tout ce que nous avions construit. Il y a eu quelques réunions tendues où Quinn haussait le ton, frustrée par les limites imposées par le médiateur, tandis que j'essayais de garder mon calme, gardant à l'esprit que tout ce que nous avions dit était consigné. La décision finale du juge, rendue il y a environ 2 ou 3 mois après l'audience finale, était exhaustive. Le poids de ces mots me reste gravé dans la mémoire. J'ai obtenu la garde exclusive, le pouvoir décisionnel final et la garde physique principale de Natalia et George. Ce fut une victoire difficile, mais la vérité était que je n'avais jamais voulu me retrouver dans cette situation. Le résumé du juge mentionnait explicitement les nombreuses preuves démontrant mon rôle de principal dispensateur de soins constants et stables pendant une période prolongée. Ce fut un soulagement d'entendre cette confirmation, de savoir que le juge avait perçu la réalité de ce que je vivais. La décision contrastait avec le manque de jugement manifeste de Quinn et sa priorité accordée à ses intérêts personnels au détriment des besoins fondamentaux de ses enfants. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un sentiment de justification, mais aussi une profonde tristesse. Ce n'était pas ainsi que je souhaitais que les choses se passent. Je ne m'étais pas battue pour la garde par rancune. Je m'étais battue parce que mes enfants avaient besoin de moi. Ils avaient besoin de stabilité, et c'est quelque chose dont je ne m'excuserai jamais. Quinn a obtenu un calendrier de visite plus long. Initialement, il s'agissait d'un week-end alterné, du vendredi soir au dimanche soir, et d'une visite de 4 heures en milieu de semaine en soirée. Pendant les 3 premiers mois, ces visites devaient être supervisées par un professionnel à ses frais. Les inquiétudes du juge concernant son récent désengagement et la nécessité de garantir un environnement centré sur les enfants pendant son temps parental avaient rendu cette supervision nécessaire. J'ai ressenti le poids de cette décision. Il ne s'agissait pas seulement des actions de Quinn. Il s'agissait du besoin de protection de mes enfants pendant leur séjour avec elle. Après 3 mois de conformité, j'ai constaté que je n'avais pas encore obtenu de réponse. Après les visites supervisées, la surveillance a été levée. Les échanges d'enfants devaient avoir lieu dans un lieu public neutre ou être facilités par un tiers choisi d'un commun accord. C'était une solution pragmatique, conçue pour minimiser les contacts directs entre Quinn et moi. Je ne voulais pas rendre la situation plus difficile pour les enfants. Chaque décision que je prenais à partir de ce moment devait être axée sur leur bien-être, afin qu'ils puissent grandir en sécurité et aimer. Quinn avait demandé une pension alimentaire équivalente à 40% de mon revenu net pendant 10 ans. Son avocat a fait valoir que cela était justifié par sa longue absence du marché du travail pour élever ses enfants. C'était une demande classique, à laquelle je m'attendais. Mais mon avocat a répliqué en présentant des preuves de ses compétences en graphisme, compétences qu'elle avait rarement utilisées, de son jeune âge et de son employabilité, ainsi que de la courte période pendant laquelle elle avait été mère au foyer à temps plein avant de se consacrer à autre chose. Et bien sûr, nous avons présenté les preuves de sa conduite, de l'impact direct de ses actes sur l'avenir de notre famille. Le juge a finalement accordé à Quinn une pension alimentaire transitoire. Une pension alimentaire pour une période de seulement 18 mois, à un montant nettement inférieur à celui qu'elle avait demandé, soit environ 15% de ce qu'elle avait demandé. Cette décision a été un soulagement, même si elle me rappelait le fardeau financier que j'allais devoir supporter dans les mois à venir. Le juge a déclaré que, si son expérience de femme au foyer avait joué un rôle, son abandon de responsabilité parentale et la nature de la rupture conjugale, y compris les indiscrétions financières liées à la liaison, avaient directement influencé la durée de la pension. Il a essentiellement conclu qu'elle avait diminué sa propre créance par ses actes. Ces paroles, qui ont diminué sa propre créance, ont marqué un tournant, non seulement juridiquement, mais aussi émotionnellement. Quinn avait fait des choix, et ces choix avaient eu des conséquences. Elle ne pouvait pas réparer les dommages qu'elle avait causés, et le juge avait veillé à ce que cela soit clair. Le fardeau de la pension alimentaire demandée par Quinn, ainsi que son manquement à ses responsabilités, avait été largement pris en compte. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de responsabilité. Le partage des biens matrimoniaux a suivi les directives de l'État pour l'essentiel. Cependant, le juge a procédé à un ajustement dans mon cas. J'ai demandé une faveur pour rendre compte des fonds que Quinn avait effectivement dépensés pour sa relation avec Vincent. Voyages,
dîner coûteux, cadeaux, le genre de choses qu'avec le recul j'aurais dû remarquer, mais que je n'ai pas remarqué sur le moment. Ce n'était pas une somme importante dans l'ensemble. Mais le fait que cela soit reconnu était significatif. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une reconnaissance de l'impact financier de sa liaison, un rappel que ses choix avaient des conséquences, non seulement sur moi, mais aussi sur la famille que nous avions construite. Le domicile conjugal a été ordonné à la vente et les capitaux propres divisés après ces ajustements. Ce n'était pas idéal, mais cela faisait partie du processus, et je n'avais pas d'autre choix que d'aller de l'avant. J'ai utilisé ma part des bénéfices pour garantir l'acompte sur ma maison actuelle. C'était comme un nouveau départ, un endroit où je pouvais établir une base financière stable pour moi et les enfants, quelque chose de solide et de sûr, quelque chose qui leur apporterait la stabilité dont ils avaient besoin, même si tout le reste semblait s'effondrer. D'après ce que j'ai compris grâce à l'application de coparentalité, qui, soyons clairs, est strictement réservée aux personnes âgées. Grâce à des informations logistiques et occasionnellement à des connaissances tierces neutres, Quinn a emménagé chez Vincent peu après la finalisation du divorce et après avoir dû quitter le domicile conjugal vendu. Ils vivent désormais en appartement, d'après ce que j'ai entendu, sa situation financière est radicalement différente de ce à quoi elle était habituée. La pension alimentaire transitoire est minime, et les revenus de Vincent, combinés aux rares activités indépendantes que Quinn pourrait entreprendre, semblent insuffisants pour maintenir un niveau de vie proche de celui d'avant. Il n'y a ni grand dîner ni voyage. J'ai entendu des rumeurs de personnes qui l'ont croisé selon lesquelles l'enthousiasme initial de leur relation est désormais confronté aux pressions banales de la cohabitation, aux contraintes financières et aux conséquences de ses choix. Quant aux enfants, leurs visites avec Quinn sont conformes à l'ordonnance du tribunal. Les interactions lors des transmissions de biens, que, pour la tranquillité de tous, je confie à ma sœur ou à un ami de confiance afin d'éviter tout contact direct, sont décrites comme polies, mais tendues. Il n'y a aucune animosité, mais il est clair que la situation est assez différente. Les enfants sont courtois avec elle, mais leur lien principal et leur sentiment de sécurité sont clairement avec moi. Ils s'adaptent à ce nouveau chapitre, mais ils savent où est leur place. La vie de Natalia, Georges et moi a trouvé sa place. La maison, bien que plus petite que la précédente, est devenue un foyer chaleureux et joyeux. C'est douillet, confortable et rempli de rire. Les enfants ont leur propre espace, et il y règne une paix intérieure qui n'existait pas auparavant. Nous avons fait de cette maison la nôtre, et c'est un lieu où nous pouvons grandir ensemble. Ma situation professionnelle a également évolué. J'ai profité de la crise pour négocier un poste avec des horaires plus souples et beaucoup moins de déplacements, ce qui m'a permis d'être un père vraiment présent. Cela a entraîné une légère baisse de salaire et peut-être un ralentissement de ma carrière, mais le compromis pour le bien-être de mes enfants est un compromis que je ferai à chaque fois. Ils ont plus que jamais besoin de moi, et ces années ne me manqueront pas. Je ne serai pas un parent absent de plus. Je donnerai toujours la priorité à mes enfants. Ils s'épanouissent. Ils réussissent bien à l'école. Ils ont un bon cercle d'amis. Et même si le divorce a été une épreuve difficile pour eux, ils ont fait preuve d'une résilience incroyable. Je suis extrêmement fière de la façon dont ils ont géré la situation. Ce n'est pas facile, mais nous avons réussi ensemble et nos liens sont plus forts que jamais. Je me concentre désormais entièrement sur l'avenir, sur l'éducation de mes enfants et sur la construction d'une nouvelle vie avec eux. Ce ne sera pas facile, mais je sais que nous ferons face à l'avenir ensemble, en famille. Voilà où nous en sommes, et je suis déterminée à leur offrir le meilleur avenir possible.